Mesdames, Messieurs, bonjour. Midi, le grand journal, les titres. Binta Diallo. Le ministre de la Pêche et le médiateur de la République à Saint-Louis présentement au lendemain du transfèrement de 31 pêcheurs en prison. Plus de sécurité, c'est ce que promet le haut commandant de la gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Tine, est en visite de contact dans la Légion Est, Tambacounda, Kédougou. La sclérodermie, une maladie rare mais sérieuse. Notre confrère Jean-Meissa Diop, atteint de cette pathologie, lance une alerte à l'endroit des autorités, vous l'entendrez. Les actualités internationales, c'est avec Anna Rocha. Faire taire les armes en 2020, c'est le pari de l'Union africaine. La question sera débattue lors du 33e sommet des chefs d'État de l'UA prévu dimanche prochain. Guinée-Bissau, la tension politique ne s'estompe pas. Umaru Sissoko Embalo annonce son investiture pour le 27 février prochain. Son principal opposant, Domingos Pereira, est en conférence de presse en ce moment à Bissau. Après 3 ans de gel, la RDC et la Belgique envisagent de reprendre leur coopération militaire. La première ministre belge se rend ce vendredi à Lubumbashi, siège du consulat de Belgique fermé par l'ancien président Joseph Kabila. Développement à partir de midi et quart. Les sports, c'est tout de suite. Cher Tidiane Diagne, les titres. Nous allons parler de football avec la Ligue 1 sénégalaise qui va entamer pendant ce week-end sa 9e journée en attraction. Diambar Diaraf attendu demain à 16h. Mais en ouverture, vous aurez aussi la sortie du leader Teungueth FC face à Mbour Petite Côte. Nous allons aussi nous intéresser au club de la Ligue régionale de foot de Louga, plutôt de Diourbel, qui vont interjeter appel à la suite de cette décision qui a été prise par la Ligue locale de les suspendre. Et puis nous aurons aussi un tour d'horizon des différents championnats européens, notamment la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. La toute-puissance du procureur de la République dans les procédures judiciaires, on en parle d'un point de vue. Ce sera à partir de midi et 35 minutes à la technique de ce grand journal à l'UNBA, et toujours avec un immense plaisir au micro Binta Diallo. Bienvenue à tous. Le ministre Alioune Ndoye est arrivé à Saint-Louis. Le ministre de la Pêche est en train de se concerter à huis clos avec les responsables d'organisations de pêche. Le médiateur de la République est également dans la capitale du Nord. Alioune Badara Cissé en visite présentement les bâtiments endommagés lors d'échauffourées entre forces de l'ordre et pêcheurs de la langue de Barbarie, où nous retrouvons Mohamed Nabissila. Au lendemain du placement sous mandat de dépôt des 31 personnes, des responsables politiques de tous bords jouent à l'apaisement. Diarra Sow de PASTEF, Oumar Sarr du Parti Socialiste et Babacar Gaye de l'APR, tous ont plaidé pour la paix mais également pour la clémence. PASTEF regrette vivement cette violence qui est devenue récurrente. Nous appelons les habitants de la langue de Barbarie au calme. Nous demandons aux autorités plus de clémence pour ceux qui ont été arrêtés. Babacar Gaye ajoute que les organisations professionnelles de pêcheurs doivent être revues en profondeur. Que seul le gouvernement peut régler cette situation-là, à faire les assises de la pêche, mais également à revoir le mode de distribution de ces licences de pêche qui ont été à l'origine de ces événements malheureux. Nous appelons aussi l'État à faire plus d'efforts pour régler le problème de ces licences. Et pour PASTEF, Diarra Sow explique que tous ces problèmes découlent d'un laxisme de la politique du gouvernement. C'est dû à l'irresponsabilité et l'incompétence de nos autorités locales et nationales. Donc PASTEF exhorte toutes les autorités administratives à recevoir dans les plus brefs délais les notables du quartier afin de désamorcer la tension. A signalé que toutes les formations politiques de l'opposition comme du pouvoir encourage la médiation des autorités pour que la paix revienne dans la vieille ville. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Le ministre de la Pêche et le médiateur de la République sont donc à Saint-Louis au lendemain de l'emprisonnement de 31 pêcheurs. Le haut commandant de la gendarmerie nationale promet plus de sécurité. Ces unités seront mobilisées pour faire face aux défis sécuritaires. Jean-Baptiste Tine est en tournée de prise de contact dans la Légion Est, Tambacounda, Kédougou, Moussa Oumar Gueye. Le général de division Jean-Baptiste Tine, haut commandant de la gendarmerie nationale, promet d'apporter des solutions urgentes pour faire face aux défis dans la Légion Est, Tambacounda, Kédougou. Afin, naturellement, d'identifier les manquements et d'y remédier le plus rapidement possible. Je dois avouer constater que les unités, globalement, ont un rendement appréciable
dans l'exécution de nos missions de police judiciaire, de police administrative et de police militaire. Une légion qui est confrontée à beaucoup de défis. Hier, avec la Gambie, le Mali et la Guinée. Et à fort enjeu économique avec l'exploitation aurifère, à fort potentiel touristique, environnemental avec le parc national du Niokolo-Koba. Région à fort flux routier, tout le trafic de camions, le Mali en particulier et Dakar et le Sénégal. Au Mali, ce qui s'y passe actuellement avec les attentats terroristes, la poussée des groupes armés terroristes. Je vais vous dire que nos unités sont très vigilantes. La réhabilitation des cantonnements croupissant sous le poids de la vétusté est devenue une nécessité. Présentée notamment sur le plan des infrastructures, beaucoup de nos cantonnements sont très vétustes. Je vais le demander que quelque chose soit fait pour réhabiliter nos cantonnements et en construire de nouveaux dans la région Est. Au cours de sa visite de prise de contact, le tout nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale, le général de division Jean-Baptiste Tine, a échangé avec les gendarmes à la retraite. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. RFM, partout, tout le temps. 12h08, notre confrère Jean-Meissa Diop sonne l'alerte. Il est atteint d'une maladie qui s'appelle la sclérodermie, une pathologie pas très connue mais qui peut affecter la peau et les poumons, donc très sérieuse cette pathologie. Si Jean-Meissa a voulu communiquer, ce n'est pas pour demander un soutien financier, loin de là, mais juste pour que les autorités sanitaires fassent plus de recherches pour aider les malades. Il y a également une autre patiente, Aïssatou Keïta, qui vit elle à Paris. Elle est la fondatrice de l'association des malades de la sclérodermie Amscor à Wambaye. La douleur l'envahit presque chaque matin. Jean-Meissa Diop a mal aux articulations et les bouts des doigts sous sparadrap à cause des lésions. Il y a des manifestations au niveau de la peau. Depuis 8 ans, j'ai tout le temps les doigts, tout le temps bandés. Et quand il fait froid, j'ai des douleurs horribles aux orteils et aux doigts. Des douleurs tellement intenses que je ne les souhaite même pas à mon pire ennemi. Et ce ne sont pas les seuls symptômes de la sclérodermie dont souffre le journaliste. Il y a encore des symptômes de cette maladie qui attaquent même les poumons. On est essoufflé. Ça attaque l'estomac, ça attaque les reins et tout ça. Aïssatou Keïta Kamara vit à Paris, mais elle est à Dakar pour un court séjour. Ce matin, elle est arrivée à se tenir debout, mais difficilement. Sa sœur et son beau-frère l'ont aidée à mettre ses habits et ses bottines. La sclérodermie a déformé les traits de son visage qui a la peau très tirée. Au départ, c'était très difficile parce que j'étais déformée du visage. Je prenais du poids à cause des cortisones et tout, à cause du traitement. Je me reconnaissais plus. J'avais même fait une petite dépression. Mais heureusement que je suis entourée. J'ai des douleurs musculaires en permanence. Malgré la complexité de la maladie, Jean-Meissa et Aïssatou ont heureusement les moyens de se prendre en charge. Mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres patients. Ils lancent ensemble un message. Les moyens sont maigres et du coup c'est pour ça que je demande à l'État qui nous aide. Que les autorités en charge de la santé dans ce pays-là pensent à nous qui souffrons de cette maladie-là. Amscor est l'association des malades de la sclérodermie. Son combat, faire tout pour que la pathologie soit connue. L'ASBEF ne veut plus de sa directrice exécutive. Les travailleurs accusent Myriam Mingou de mauvaise gestion. Elle a d'ailleurs licencié 14 employés. Les agents appellent les autorités à réagir. Absa Anne, présidente du mouvement d'action des jeunes de ASBEF, au micro de Oumou Kalsoumli. Madame. Nous revendiquons que Mingou parte. On n'a plus besoin d'elle. Nadem, la directrice exécutive, une personne incompétente. Tout le personnel réclame son départ. Les volontaires réclament son départ. Nadem, on n'a plus besoin d'elle. Elle est incompétente. Nadem, personne n'a plus besoin d'elle. Elle a élu sa présidente frauduleusement. Et elle veut le départ de notre partenaire financier et technique, l'IPPF. Alors que nous n'acceptons pas le départ de l'IPPF.
Donc Nadem, on n'a pas besoin d'elle ici. Elle est incompétente, elle a fait des fraudes, elle a fait du détournement de l'argent. On n'a pas besoin d'elle. Nadem. L'ASBEF est une association sénégalaise pour le bien-être familial, pas pour le bien-être personnel. On a besoin qu'elle parte parce que c'est la population même qui réclame son départ. Effectivement. Nadem. Elle a licencié 14 personnes du personnel parce qu'il n'y a plus de fonds à l'ASBEF. Pour une association, ONG, les partenaires, ce sont les partenaires qui financent les associations. Tout ce qu'on fait, c'est pour le bien de la population. Mais si les partenaires fuient, maintenant actuellement, qu'est-ce qui va rester à l'ASBEF? La clinique ne peut pas couvrir les charges de l'ASBEF. Donc, si elle n'arrive pas à payer le personnel, elle est obligée de les licencier, d'augmenter les primes, d'augmenter les coûts des tarifs des prestataires. Ça, c'est impossible. L'ASBEF n'est pas fait pour une clinique. Le conseil d'administration de l'ASBEF a réagi par la voix d'un de ses membres, Malaou Sow, s'inscrit en faux. Le voici avec Mohamed Ali Mouba. Tout cela, sont les accusations que l'IPFF a données. Mais l'IPFF devait s'asseoir autour d'une table avec le conseil d'administration de l'ASBEF et ainsi les deux parties prendront la décision qui s'impose. Mais si elle-même écrit là-bas, c'est moi qui avais signé sa suspension en tant que vice-président intérimaire en son temps. Mais il se trouve qu'on m'a mené en justice et on m'a montré les décisions de justice. Je suis républicain, je suis obligé de respecter. Et c'est ce que je demande à tout le monde qu'on les respecte et qu'on travaille ensemble. Ainsi, nous allons atteindre l'objectif. Nous allons parler à présent de l'homme du carbone 14, pérenniser les enseignements du professeur Cheikh Anta Diop et redorer l'image du temple du savoir. Ce sont là les défis que se fixe le directeur du COUD, le Centre des œuvres universitaires de Dakar. Selon Abdoulaye Sow, l'université ne doit plus être un lieu de restauration et d'hébergement, mais un lieu de partage, de rencontres et donc un espace d'élite avec des cycles de conférences. Propos tenus ce matin en marge d'une rencontre pour la commémoration du 34e anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop. Abdoulaye Sow, le directeur général du COUD, avec Papa Balagueye. Ce cycle des grandes conférences, nous avons voulu, avec le département des activités culturelles et sportives, que ce cycle soit l'initiative des étudiants, que les étudiants restent au cœur de l'activité. Et j'avais donné instruction au département. Tous les actes posés dans ce cycle et dans ces grandes conférences que soient menés par les étudiants, jusqu'aux actes financiers qui seront posés. Parce que c'est dans la transparence, c'est dans cette action que les étudiants vont mener, ils vont apprendre à gérer. La gestion ne s'apprend presque dans aucune école. J'ai lu le président Macron, le président Sarkozy dire, on peut sortir de l'ENA, on peut sortir de toutes les grandes écoles, mais la meilleure des écoles, c'est l'école de la débrouille. Et l'école de la débrouille, c'est l'école de l'expérience. Et je crois que ces cycles-là nous permettront, avec les étudiants, de faire l'école de l'apprentissage du leadership humain. Nous avons pour cela adopté un nouveau programme culturel cette année. On peut citer le cycle de grandes conférences que nous démarrons aujourd'hui, puis réunis, la compétition CAI débattre au campus qui va démarrer dans un mois, qui met en compétition les facultés autour du débat pour promouvoir la culture et l'expression de la prise de parole, et le programme Campus Culture qui va animer les cités universitaires pendant 72 heures avec un programme riche et varié. Les premiers résultats sont encourageants. Les étudiants se sont engagés et se sont appropriés du programme. Et je souhaite, parce que je sais que cela en vaut la peine, qu'il soit étendu au-delà des initiatives déjà recensées. L'État va investir le secteur de la vente de carburant. Selon le journal Le Témoin, il est prévu le lancement prochain d'une dizaine de stations-service par Petrosen Aval. Une excellente chose de l'avis de Abdoulaye Ndiaye, consultant en ressources pétrolières, mais il précise que cela n'aura pas trop d'impact sur le prix du produit, mais plutôt permettre un maillage du territoire. Abdoulaye Ndiaye est avec Georges Déthié-Diop. Petrosen est une compagnie pétrolière, comme toutes les autres compagnies pétrolières, même si c'est une société nationale. Donc, elle a effectivement la possibilité, en tant que compagnie pétrolière, d'opérer aussi bien dans l'amont que dans l'aval. Donc, l'élargissement du domaine des compétences de Petrosen vers l'aval est une excellente chose. De donner l'occasion à Petrosen de capter, en plus qu'elle capte donc les plus-values sur les activités amont, de capter également des plus-values sur l'activité aval. Donc, d'investir sur l'aval, de développer des compétences, donc de développer du business sur l'aval,
aval, au même titre que les autres compagnies. Donc ça a plusieurs avantages. Sur le plan économique, on capte plus de valeur ajoutée dans le cadre des activités de Petrosen, mais également de permettre à les Petrosen en tant que société nationale d'avoir son propre réseau de stations-service et d'intervenir dans le secteur aval. Est-ce que cela aura un impact Les Petrosen en tant que société nationale d'avoir son propre réseau de stations-service et d'intervenir dans le secteur aval. Est-ce que cela aura un impact sur le prix du produit? Une baisse du prix du carburant, je veux dire. Pas certainement sur le prix, parce que les prix au Sénégal sont structurés, donc les prix sont administrés, donc suivant l'évolution du cours international, donc toutes les 4 semaines, donc il y a une nouvelle structure des prix qui est mise en place en fonction donc de l'évolution de ces cours et de l'ensemble des paramètres qui concourent à la formation des prix. La présidence de Petrosen, si effectivement cette politique d'administration se poursuit, ne contribuera pas à agir dans un sens ou dans un autre sur le prix. Par contre, sur le maillage des réseaux de stations-service dans le pays, oui, la présence de Petrosen pourrait effectivement apporter quelque chose. Voilà, mais pas exactement sur le prix, parce que le prix, il est aujourd'hui dans la situation actuelle de la politique donc de prix du Sénégal, le prix il est plutôt administré et il évolue tous les 4 mois selon le cours mondial. Le gouverneur de Kaolack, lui, appelle les producteurs d'arachide à respecter les contrats qui les lient aux opérateurs agréés, l'objectif étant de préserver la filière. Alioune Badara Meng, en marge du forum de l'arachide qui se tient à Kaolack, au micro de Ibrahima Diamé. L'arachide a encore de beaux jours devant nous et l'État du Sénégal l'a très bien compris. C'est la raison pour laquelle l'arachide a encore de beaux jours devant nous et l'État du Sénégal l'a très bien compris. C'est la raison pour laquelle, malgré les difficultés, il y a de cela quelques décennies, à la perturbation de cette production par la sécheresse, l'État a depuis donc mis en place un dispositif pour la reconstitution du capital semencier. Tout commence par là. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tout à l'heure aux opérateurs, en tout cas aux producteurs, de respecter les contrats qui les lient avec les opérateurs qui ont été choisis pour la reconstitution du capital semencier. La première bataille à gagner, c'est à ce niveau. L'autre bataille à remporter aussi, c'est au niveau de l'équipement. L'État fait de son mieux. Chaque année, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'équipements légers, mais aussi des centaines et des centaines de tracteurs qui sont envoyés à nos producteurs pour vraiment les accompagner dans la production, de manière générale, mais dans la production arachidière de manière particulière. RFM. L'actualité internationale. Je suis avec Anna Rocha. Bonjour Anna. Bonjour Binta Diallo. Guinée-Bissau, Umaro Embalo déclare qu'il sera bel et bien investi le 27 février prochain. C'est ce qu'il a déclaré hier nuit à sa descente d'avion à l'aéroport international Oswald-Vieira de Bissau. Il menace tous ceux qui tentent de saboter son investiture, dont son principal adversaire Domingos Pereira. Oumar Sissoko Embalo, interrogé par Noah Mankali. Je vais vous dire juste une petite anecdote qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo a dit qu'il avait gagné les élections, il a pris le cours constitutionnel qu'il a investi. Le président Ouattara est investi, il est reconnu par la communauté internationale. Gbagbo a dit qu'il avait gagné les élections, il a pris le cours constitutionnel qu'il a investi. Le président Ouattara est investi, il est reconnu par la communauté internationale. Mais moi, le 27, la Cour suprême, s'il veut, n'a qu'à annuler, il n'a qu'à faire quelque chose qu'il veut. Le 27, je suis le président investi de Guinée-Bissau. Et je mets en garde. Je connais des pays qui rentrent de manipuler mon frère Domingos Simões Pereira. Tu sais, il y a une chose, un dicton qu'on dit en créole. Et là, il me trouvera debout pour savoir que Guinée-Bissau sera plus jamais en otage de quiconque que ce soit. Et je mets en garde la communauté internationale. Et je serai déjà avec le secrétaire général des Nations Unies à Addis cet week-end. J'ai parlé aujourd'hui longuement avec le président en exercice du CEDEAO, Mama Youssouf, et les autres. Je dis, je prends en témoignage les peuples bissau-guinéens qui ont voté pour moi. Et le 27, vous êtes tous invités pour l'investiture du président Omar Sissoko Embalo. Il y a un président élu, il y aura un seul chef, qui est le président élu. Qui veut, il n'a qu'à attendre 5 ans encore. Et quelles seront les mesures que vous allez prendre dès votre prise de fonction? Mais le pays m'attend, mon frère. Déjà, moi, je voulais être un président de la Concorde nationale. J'ai tendu les mains à tout le monde. Mais quand les gens commencent à jouer leur comédie, moi je ne suis pas dans la comédie, mais je suis un bâtisseur. Si le président de l'Assemblée, il veut embarquer dans les choses que je ne veux pas appeler, le vice-président de l'Assemblée, le premier vice-président, le deuxième vice-président, j'ai 55 députés qui seront là, je serai investi, et là on va voir qui est le vrai président de ce pays.
Le point de presse de Domingos Pereira s'est terminé il y a quelques minutes. Il a lancé un appel à la CEDEAO et à l'Union africaine. Il demande aux deux institutions de respecter les lois en vigueur en Guinée-Bissau. Le leader du PAIGC dit attendre le verdict de la Cour suprême sur le contentieux électoral pour se prononcer sur cette dernière sortie d'Oumaro Sissoko Embalo, déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle par la Commission nationale électorale bissau-guinéenne. Faire taire les armes en 2020, c'est l'ambitieux pari de l'Union africaine. Le plaidoyer sera engagé lors du 33e sommet des chefs d'État de l'UA qui s'ouvre ce dimanche 9 février à Addis Abeba. Salimata Aou nous en dit plus. Le président de la Commission de l'Union africaine se dit optimiste. Au sortir de son discours, Moussa Faki Mahamat souligne qu'il y a des avancées et que la principale menace, c'est le défi du terrorisme. Il faut trouver d'autres moyens, construire la paix autrement en mettant en œuvre des solutions innovantes. Selon quelques diplomates de l'Union africaine, il faut en effet plus d'engagement des États sur la question sécuritaire. Le président de l'Union confie son état d'esprit face au thème ambitieux de ce sommet, faire taire les armes. Une thématique loin d'être nouvelle au sein de l'organisation panafricaine qui en avait fait il y a plusieurs années déjà son objectif à l'échéance 2020. Le 33e sommet de l'Union africaine va s'ouvrir dimanche et lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Mais depuis hier, les ministres des Affaires étrangères des 55 pays de l'organisation continentale se réunissent pour déblayer le terrain. Sur le procès Gbagbo, la chambre d'appel de la CPI accorde 3 semaines supplémentaires à l'équipe de défense de l'ex-président ivoirien. Cela dans le but de répondre aux mémoires d'appel de Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale. Les avocats de Laurent Gbagbo ont jusqu'au 6 mars 2020 donc pour déposer leurs observations. Gbagbo et Blé Goudé sont par ailleurs en quête de liberté sans condition, acquittés il y a 1 an. Les deux hommes vivent actuellement entre la Belgique et les Pays-Bas. Et vers une reprise de la coopération militaire entre la RD Congo et la Belgique. Selon BBC Afrique, la première ministre belge Sophie Wilmès a envisagé hier jeudi la reprise de cette coopération après une rencontre avec le président congolais Félix Tshisekedi. Début 2017, les autorités congolaises avaient suspendu leur coopération militaire avec la Belgique en raison des critiques de Bruxelles contre le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Et selon toujours BBC, ce vendredi, la première ministre belge va se rendre à Lubumbashi où le consulat de Belgique fermé par le régime de l'ancien président Kabila a rouvert sous Tshisekedi. Merci beaucoup Anna. Et la parole tout à l'heure sur la toute-puissance du procureur de la République dans les procédures judiciaires. Ce sera avec le journaliste Daoudamine, chroniqueur judiciaire, et Maître Hassan Diomandiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains, la LSDH. Bonjour, cher Tidiane. Bonjour à vous, Binta Diallo, bonjour à tous. Football, début demain de la 8e journée de la Ligue 1. Il s'agit donc des rencontres devant mettre prise le leader Tenguet FC à Bourg-Petite-Côte. Match prévu demain à partir de 16h30 à la même heure. Dakar Sacré-Cœur va en découdre avec Niaritali. Le choc attendu entre Djambar de Sali, Malampoint et le Giraffe de Dakar. Pour la suite de cette journée, dimanche 16h30, Casa Sport de Ziguinchor accueille au stade Aline Sitoé Diatta. Le CNEPS Excellence de Thiès, le promu, en choc aussi, ou alors un match d'une importance entre l'équipe du stade de Mbour et les Génération Foot, prévu à partir de 17h. Génération Foot, Malampoint dans le championnat sénégalais. Douane va essayer d'en découdre avec le Niambour de Louga. Et puis les insulaires de l'Union sportive de Gorée vont jouer contre Aïs Pikine. La Ligue 2 aussi va enchaîner avec sa journée dès ce samedi. À 16h30, Renaissance accueille EJ Fatick. Amitié FC est à Kaolack pour y croiser la Sonacos de Diourbel. Diamono de Fatick, Dembo Diop FC de Mbour est attendu, tout comme Guédiawaye Football Club, Union Sportive de Ouakam. Coup d'envoi prévu à partir de 17h dimanche pour la suite des rencontres de la Ligue 2. À 16h30, Africa Promo Foot accueille le Dakar University Club. Kermadior joue contre Thiès FC. Et puis lundi, pour la clôture de cette journée, à 16h30, Port joue contre l'actuel leader de la Ligue 1 de la Ligue 2 sénégalaise. Il s'agit des Saint-Louisiens de la Linguère.
retour sur cette brouille entre les clubs de la Ligue, les clubs de Diourbel et la Ligue régionale. Il s'agit de 3 clubs précisément. Ils ont été suspendus et les clubs ont décidé d'interjeter appel. Nous allons écouter Moussa Diaoudian, c'est le président du club de Diamano de Diourbel. Il est interrogé par Babacar Diouf. Les clubs n'ont pas intérêt à ne pas aller jouer, mais pour aller jouer, il faut recevoir quand même des convocations à bonne et due forme. Nous avons des gosses, nous sommes engagés à la fédération, on a payé notre assurance. Si les gosses, on les fait jouer un match, alors que celui ou en tout cas ceux qui ont convoqué ces matchs-là n'ont pas droit, l'assurance devient ses responsabilités. Parce qu'il faut qu'il y ait un ayant droit, quelqu'un chargé de convoquer les matchs officiels. Donc on ne peut pas répondre à tout bout de champ à des convocations qui nous viennent de partout. Donc on ne refuse pas de jouer. Bon, ce matin, comme le texte nous le permet, nous avons relevé appel. Puisque aussi, en droit, quand une décision tu n'es pas d'accord, tu interjettes appel contre la décision. Nous avons tous les 3 saisi la fédération officiellement par lettre d'appel avec la documentation qu'il faut. Donc la balle aujourd'hui n'est plus au niveau de la Ligue, mais c'est au niveau de la fédération de trancher cette question. Mieux, la fédération sénégalaise de football a convoqué son comité exécutif pour le jeudi 5, et dès demain on va redéposer encore sur la table du président de la fédération le problème de Diourbel, parce qu'il n'est pas question que la fédération règle tous les problèmes de toutes les ligues, parce que c'est ça sa mission, et essayer de laisser Diourbel, les Diourbellois se tuer entre eux pour des calculs, en tout cas qu'on ne maîtrise. Le journaliste Abdoulaye Diaw sera honoré au mois d'avril prochain. Une initiative de bénévoles qui compte rendre hommage ainsi aux journalistes chroniqueurs. Le comité a tenu une conférence de presse ce matin. C'était en présence de Sodekam. Réuni ce matin à la maison de la presse, le comité Sargal Abdoulaye Diaw explique son choix porté sur cette personnalité des médias. Moustapha Falché, le président du comité. Rendre de son vivant aussi, c'est meilleur. Alors nous allons lui rendre un hommage extraordinaire et particulier de son vivant, parce qu'il le mérite. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait sur le plan des relations? Même en reportant, il réconcilie les gens. Abdoulaye Diaw, même quand il y a crise ici, au Sénégal, des crises politiques et tout ça, même le fait qu'il reporte son reportage, les gens commencent à se dégonfler et par moments même à se serrer la main. Cet événement va se dérouler sur 2 jours. Le coordonnateur du comité Serigne Bakendiaï donne le programme. Le 1er avril, nous comptons organiser au stade Alassane Djigo de Pikine des activités sportives. D'abord, un défilé des écoles de football. L'événement se faisant sur la base du volontariat, nous demandons à tous les responsables d'écoles de football qui le peuvent de se manifester, de s'organiser avec leurs propres moyens, parce que chacun y mettra du sien pour venir participer au défilé. Ensuite, à 16h, nous aurons un premier match qui va opposer les anciens de Dakar et ceux de Thiès. Et en deuxième heure, nous aurons Saint-Louis, ville d'origine de Abdoulaye Diaw, contre Kaolack, qui a consacré Abdoulaye Diaw. Et en termes d'organisation, nous aurions souhaité que le 12e Gaïndé et Alekaza viennent chercher ou aillent chercher Abdoulaye Diaw à son domicile. Pas de budget dégagé, mais le comité lance un appel à tous les Sénégalais pour une bonne organisation. En tant que bénévole, le comité accepte toute aide venant des Sénégalais. Un point sur les championnats européens. La France d'abord, qui est à sa 24e journée, et cela va démarrer dès ce soir, 19h45, Angers contre Lille. Pour la suite, demain samedi, le Dauphin de Paris Saint-Germain, qui a un gap de 13 points à remonter, accueille au Vélodrome à partir de 16h30. Toulouse, autre rencontre prévue pour ce dimanche, c'est le solide leader, le PSG d'Idrissa Gana Gueye, qui joue contre Lyon. Ce sera à partir de 20h en Angleterre. C'est la 26e journée qui sera jouée sur une semaine. Demain, déjà, 2 rencontres au programme. À 12h30, Everton, Crystal Palace, 17h30, Brighton, Watford. Le solide leader, il s'agit de l'équipe de Liverpool. Liverpool, donc, qui va jouer samedi prochain, donc le samedi 15 précisément. Ce sera lors de son déplacement chez Norwich, qui occupe la dernière place au classement de la Première Ligue anglaise, donc en duel des extrémités. Et puis le choc de cette 26e journée prévue pour lundi 17 entre Chelsea et Manchester United. En Espagne, c'est la 23e journée et nous allons nous intéresser au leader. Il s'agit du Real de Madrid qui va jouer dimanche en déplacement à Osasuna. Le même jour aussi, l'FC Barcelone, qui occupe la 2e place au classement, se déplace chez Betis Séville, a précisé qu'hier, lors des quarts de finale de la Coupe d'Espagne, de la Coupe du Roi d'Espagne. Donc, les 2 équipes précitées, que sont le Real Madrid et l'FC Barcelone, ont été éliminées de cette compétition. En Italie, c'est la 23e journée.
journée qui va démarrer dès ce soir. 19h45, AS Roma contre Bologne. Le reste des rencontres entre samedi et dimanche en Allemagne. C'est la 21e journée qui débute dès ce soir aussi. 19h30, Francfort contre Augsbourg. L'actuel leader, il s'agit de l'équipe du Bayern Munich, joue dimanche en début d'après-midi contre l'équipe de Leipzig. Son challenger de toujours, il s'agit du Borussia Dortmund, joue un peu plus tôt donc samedi, demain à partir de 17h30. Un déplacement chez le Bayer Leverkusen. C'est l'essentiel des actualités sportives de ce midi. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. RFM, la presse du jour. C'est avec Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Violence à Guet-Ndar, le juge envoie les présumés casseurs en prison. 31 personnes, dont 12 mineurs écroués, envoyés en instruction. 31 personnes, précise le journal LAS. Le quotidien relève que le juge pêche 31 manifestants. Selon Vox Populi, c'est l'heure des comptes. Parmi les interpellés, il y a un élève de 5e au lycée Pétavin, des ambulants, des apprentis de camions frigorifiques, des receveurs de minibus Tata. Maître Gay, un de leurs avocats, ne comprend pas comment la police s'est débrouillée pour n'appréhender que les gens n'habitant pas Guet-Ndar, alors que Guet-Ndar était le foyer de tension. Selon l'avocat, c'est des gens qui ont été pris au hasard, ramassés dans la rue. La robe noire souligne que si le dossier a atterri en instruction, c'est parce que le parquet a visé un crime d'incendie volontaire en disant qu'une habitation a été brûlée, ce qui est archi faux, déclare-t-il. En tout état de cause, ces jeunes ne seront pas jugés en flagrant délit et l'observateur indique qu'ils ont été écroués pour des faits criminel. Un autre fait criminel en passe d'être résolu, celui de l'assassinat de Mohamed Sissi, américain à Kaolack. Dans sa livraison du jour, Libération informe que 2 suspects ont été mis en garde à vue dans le cadre de cette affaire et l'un des mis en cause, justement présumé finalement formellement impliqué, mouillé par une preuve matérielle irréfutable. L'enquête suit son cours. Rebondissement dans l'affaire des 94 milliards de francs CFA. L'observateur signe ce matin le coup. Le confrère informe que la double plainte pour escroquerie du leader de PASTEF, Ousmane Sonko contre Mamour Diallo, Tahirou Sarr et les membres de la commission d'enquête parlementaire sera classée sans suite si le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar suit le parquet, car ce dernier a demandé de déchirer la plainte. Il a requis le refus d'informer en termes clairs. Serigne Bassirou Gueye, le procureur, a demandé au doyen des juges de ne pas donner suite à cette affaire, de ne pas l'instruire. Selon des sources de l'observateur, le procureur a fondé son réquisitoire sur le défaut de qualité à agir de Sonko dans cette affaire. Un autre argument brandi est que si tous les Sénégalais avaient fait comme Sonko en déposant une plainte dans cette affaire qui ne les implique pas ou ne les concerne pas directement, ce serait un grand désordre au sein des juridictions du pays. La liberté provisoire refusée encore à Guy Marius Sagna, le journal Les Échos en parle ce matin et détaille les arguments du doyen des juges. Risque de trouble à l'ordre public à sa sortie, la gravité des faits, le risque de réitération, entendez la récidive. Les avocats de l'activiste se préparent à repartir au combat, informe le journal. Qui est en danger? Ces nappes d'eau sont en train de tarir. Vox Populi pointe une surexploitation, industrie, carrière, entreprise d'exploitation d'eau surexploite les nappes exposées au tarissement. Face à la situation alarmante, un CRD convoqué par le ministre de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, concède le bien fondé des récriminations et met en exergue la solution KMS 3, détaille encore Vox Populi. Cet autre rapport sur la maltraitance des enfants, le journal LAS qui a jeté un coup d'œil parle de chiffres de l'horreur. Plus de 1200 cas de violence sur des enfants, dont des sévices, des viols, entre autres. À la une du journal Le Témoin, pétrole et gaz, l'État va ouvrir des essenceries. Le confrère note qu'à l'instar de certains pays comme la Côte d'Ivoire, l'Angola, l'Arabie Saoudite, le Ghana, l'Algérie, l'État va ouvrir un réseau de stations-service sur l'étendue du territoire national. Les 1001 fous voyages du président de la République entre mars 2019 et février 2020, mort ndaillé devant l'éternel, titre le journal Source A. D'après les statistiques non exhaustives du journal, rien qu'entre le 12 mars 2019 et le 4 février 2020, Macky a effectué une trentaine de voyages, soit une moyenne de 2,72 voyages par mois. Puis il a la propension singulière à pouvoir rester plusieurs jours loin de ses frontières. En attestent tous ces voyages et leur date à lire à la page 5 du journal Source A. Et puis dans Sunu Lamb, 174 jours après sa victoire sur Eumeu Sène, Modou Lô court toujours après son reliquat de 25 millions. Bonne lecture à tous.